Donc le sujet est PMA et famille, sujet immense que nous avons relié, ce sujet de la PMA, nous l'avons relié à beaucoup d'aspects, bien sûr. Il y a la conception d'un enfant et donc il s'agit de parler aussi de filiation et de famille. Mais je voudrais vous parler de ce sujet en parcourant le temps et les événements politiques, puisque nous sommes bien dans un temps de combat, comme l'a magistralement exposé Alexandra. Si la PMA continue de s'étendre, eh bien, nous franchissons un nouvel abîme anthropologique et éthique, et la suite devient inéluctable, et à commencer par la gestation pour autrui. Ce combat est donc fondamental, et pour ma part, je pense que nous pouvons freiner, stopper les choses. La PMA sans père, et Michel Joblot l'a très bien rappelé tout à l'heure, nos opposants veulent la légaliser depuis 2012. Ils ont reculé successivement plusieurs fois, jusqu'à ce que finalement ce soit la fin du quinquennat de François Hollande. Et pour ma part, je suis persuadée qu'on peut continuer, mais bien sûr à la condition de ne rien lâcher, continuer à agir. Alors d'abord, quelques mots sur le débat PMA jusqu'à ce jour. Je vais aller très vite, 2012-2017, Michel est rentré tout à l'heure dans l'exposé des faits, et j'en arrive à l'élection d'Emmanuel Macron. Michel a rappelé qu'Emmanuel Macron s'était exprimé, et à chaque fois, en précisant à titre personnel, il a exprimé son opposition favorable à la PMA en l'absence de père pour l'enfant. Moi je dis PMA sans père, je trouve ça plus efficace. Il a toujours dit à titre personnel, et il a toujours conditionné, ce qui est très important sur un plan politique et donc dans notre combat, il a toujours conditionné à l'avis en effet positif du CCNE, et en sachant que, en principe, ce comité n'est que consultatif, comme Michel l'a exposé, et deuxièmement, il l'a toujours conditionné à l'existence d'un large consensus. Il l'a dit et redit, et il a dit aussi, dans l'autre sens, il a dit « je ne passerai pas en force ». Donc, c'est très important, nous nous appuyons beaucoup sur cet aspect politique, bien sûr, dans ce contexte. Alors, après l'élection d'Emmanuel Macron, qui a vécu de l'intérieur ce qui s'est passé sous le quinquennat de Hollande, Emmanuel Macron, nous le savons, ne veut pas de mobilisation immense. Donc, depuis son élection, il cherche des moyens de dépluguer le plus largement possible cette opposition. Dans son esprit, il n'y a que les catholiques qui sont opposés à la PMA sans père, ce qui est absurde puisque la PMA nous concerne absolument tous, sans exception, pour toutes les raisons que nous avons évoquées aujourd'hui. Donc, vous avez noté qu'il en a fait des caisses, si je puis dire, pardon, je parle de manière un peu familière. Il est allé au Bernardin, il a fait beaucoup d'amabilité, il a étalé aussi sa culture, et puis il est allé au Vatican, et puis il a demandé au professeur Delfrécy, le président du CCNE, il lui a demandé de faire des états généraux de la bioéthique le plus large possible. Et de fait, il faut reconnaître que ces états généraux de la bioéthique ont donné lieu, effectivement, à des réunions publiques et à des débats publics partout en France, très nombreux, beaucoup plus nombreux que les éditions précédentes, et, soyons honnêtes, reconnaissons que tout le monde a pu s'exprimer. Ce qui n'était pas du tout gagné d'avance. Vous avez, je pense, pour beaucoup d'entre vous, participé à ces réunions publiques. On pouvait poser une question, mais mieux, on pouvait exposer son point de vue. Et puis, il y a eu une nouveauté également dans le périmètre assez large. Il y a eu un site internet, alors exactement comme l'organisation des débats publics, exactement comme les intervenants de ces états généraux de la bioéthique, eh bien, les questions du site internet des états généraux de la bioéthique étaient extrêmement biaisées. Elles partaient toutes des arguments pro-PMA. Pro-PMA sans père. Néanmoins, force a été de constater, le professeur Delfrécy, Jean-François Delfrécy, a été obligé de constater et de reconnaître qu'il y a eu l'expression d'une opposition massive. Alors, il n'a pas dit comme ça, pardon, excusez-moi. Il a été obligé de reconnaître qu'il n'y a pas de consensus. Et c'est très important puisque Macron a posé la question d'un consensus. Donc pour nous, c'était une grande victoire. Alors après, il n'a pas poussé l'honnêteté jusqu'à dire que ceux qui réclamaient la PMA sans père étaient en réalité totalement absents, ou en tout cas étaient ultra minoritaires dans ces états généraux de la bioéthique.
Donc, le CCNE a publié un rapport sur ces états généraux de la bioéthique, rapport qui, comme ça a été relevé tout à l'heure, relevait les arguments des uns et des autres, de manière très caricaturale en ce qui nous concerne et en sortant les plus intelligents de l'autre côté. Mais bon, il relève les débats. En revanche, il considère que le fait qu'un argument soit soutenu par 10 000 personnes ne donne pas plus d'importance à cet argument en question qu'un argument qui n'a été soutenu par personne. C'est quand même extraordinaire. Donc il n'a absolument pas dit, par conséquent, l'ampleur des votes dans un sens ou dans un autre. Il n'a pas été jusque-là. Donc on en est là, on en était là, pardon, au mois de juin. Et puis, Emmanuel Macron, vous le savez, en juillet, a fait un discours au Congrès. Et donc, il réunissait à Versailles les sénateurs et les députés. Et il a fait un long discours fleuve, comme à son habitude, il aime bien qu'on l'écoute. Et il n'a pas dit un seul mot sur la bioéthique et sur la PMA sans père, notamment. Donc, panique à bord, en particulier chez les Républicains en marche, en particulier ceux qui sont originaires de la gauche. Et c'est pour ça que dans la foulée du discours d'Emmanuel Macron, il y a eu la réaffirmation de François de Rugy et puis de M. Ferrand sur le fait qu'il y aurait bien la PMA sans père. Et puis, il y a eu également, dans la foulée, enfin dans les jours qui ont suivi, effectivement, Guillaume Chiche, un illustre inconnu, enfin plutôt il s'était déjà fait connaître par des propositions tellement aberrantes sur la politique familiale que le gouvernement l'avait fait évacuer d'urgence. Et là, cette fois-ci, il a donc annoncé, de manière isolée et tout seul, le fait qu'il allait déposer, dans les heures qui venaient, une proposition de loi pour légaliser la PMA sans père. Alors, politiquement, il s'est très mal débrouillé, parce que s'il avait compris les inquiétudes d'Emmanuel Macron face aux opposants à la PMA sans père, il aurait compris que c'était pas la peine de faire ça de manière isolée et, entre guillemets, pas au bon moment politiquement. Et donc, comme nous l'espérions, le gouvernement lui a demandé de ne pas déposer sa proposition de loi. Là-dessus, il a été aussi très critiqué par ses collègues de La République En Marche, parce qu'il a agi de manière isolée. Il n'a pas joué le jeu d'une certaine solidarité, et du coup, il a divisé le groupe sur ce sujet, et des divisions sont apparues, y compris sur le fond, au sein de La République En Marche. Et donc vous voyez que le fameux consensus dont nous parlons, il n'existe pas au gouvernement, il n'existe pas chez les députés et encore moins chez les sénateurs, et il n'existe même pas à La République En Marche. Il n'existe pas chez les scientifiques, il n'existe pas chez les médecins, il n'existe pas. Et c'est fondamental. Alors, par exemple, du côté des scientifiques, vous avez d'éminentes voix de spécialistes qui sont de grande renommée. Et je pense au professeur Testard, au professeur Mattei, au professeur Sicard, au professeur Amezen, etc. Ce sont des personnalités qui se sont exprimées à de nombreuses reprises contre cette idée-là. Alors malheureusement, le Conseil de l'Ordre n'a pas pris la parole lui-même, en tout cas pas pour le moment, mais par exemple, l'Académie de médecine l'a fait. Donc vous voyez, je vous retrace ça très vite pour vous dire que le terrain est quand même compliqué pour Emmanuel Macron. Autrement dit, nous ne sommes pas complètement démunis et rien n'est fichu, rien n'est inéluctable. Pardon, je vais prendre un tout petit peu d'eau. Ne tombez pas, Ludovine, vous me faites peur. Vous avez raison. Je vous remercie. Il y a un peu plus pour tomber. Mettez-vous devant la table parce que Alors, vous êtes à 2 doigts de tomber derrière. Alors j'ai une petite dent contre ce Guillaume Chiche, qui est un très militant de la PMA sans père, et du coup, il va nous aider à nous préparer au combat qui vient. Alors vous connaissez maintenant très très bien le sujet de la PMA sans père, bien entendu, mais je voudrais m'arrêter avec vous, et de cette manière-là je parlerai de PMA et de famille, et de société, pardon, m'arrêter avec vous sur cette fameuse proposition de loi qu'avait écrite Guillaume Chiche, et qu'il n'a donc jamais déposée. Et il ne l'a pas déposé à cause de vous. Le gouvernement a peur de vous. Dans son exposé des motifs, Guillaume Chiche a rassemblé tous les arguments fondamentaux pour les militants de la PMA sans père, arguments qui sont aussi des arguments qui ont un certain sens bien sûr politique et philosophique. Je vais les passer en revue avec vous. Donc, nous allons nous arrêter sur son exposé des motifs.
Et pourquoi je m'arrête là-dessus? Parce que si, effectivement, et malheureusement, Emmanuel Macron devait confirmer dans quelques semaines la légalisation de la PMA sans père, dans le cadre du projet de loi de bioéthique, eh bien nous retrouverions ce contenu. Donc nous devons tous le connaître. Impérativement. Donc j'ai juste repris, pour bien qu'on soit dans ce contexte-là, je n'ai pas changé un seul mot. Donc c'était proposition de loi pour étendre l'accès à la PMA aux femmes célibataires et aux couples de femmes. Donc il s'adresse aux députés comme tout exposé des motifs d'une loi. Donc en France, la PMA ou l'AMP est, selon les termes du Code de la santé publique, réservée aux couples hétérosexuels. Déjà, c'est faux. Déjà, c'est absolument faux. Parce que la loi ne parle pas de l'orientation sexuelle des couples qui ont accès ou pas à la PMA. Elle ne dit pas un mot de cela. Et un couple homme-femme qui arriverait devant un médecin en disant nous souhaitons une PMA, nous avons un problème de fertilité qui a été médicalement constaté, ce couple homme-femme, eh bien, monsieur et madame peuvent être bisexuels, peuvent être éventuellement homosexuels, il y a bien des couples qui se trompent l'un l'autre, hélas. Évidemment, en général, ils sont plutôt hétérosexuels, mais de toute façon, personne ne leur posera la question. Il est faux de dire que c'est la condition d'accès à la PMA. Donc cette première phrase, elle est fausse. Et ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, juste en dessous, sans du tout être gêné de sa contradiction, il cite lui-même le Code civil, qui dit, le Code de la santé, qui dit, de manière exacte cette fois-ci, l'homme et la femme formant le couple. Il n'a pas écrit hétéro, homo ou autre. Donc ce qu'il dit déjà est faux. Et pourquoi est-ce qu'il dit c'est interdit aux homosexuels? Parce que tout de suite, on rentre dans la différence apparente de traitement entre homo et hétéro. Première chose, c'est pour mettre une pression et pour victimiser. Et d'autre part, également, c'est parce qu'on est bien sûr baigné dans l'idéologie du genre et que pour lui, littéralement, avant d'être homme et femme, on est hétéro ou homo ou autre, peu importe. Donc vous voyez, petit à petit, on dérive vers une nouvelle manière de présenter l'être humain. Au passage, je voulais vous signaler aussi que la loi signale effectivement qu'il faut être vivant et en âge de procréer. Et je reviendrai là-dessus tout à l'heure. Je poursuis. Ces dispositions excluent. Voilà. On arrive à ça, il dit qu'elles excluent les femmes célibataires ainsi que les couples de femmes homosexuelles. C'est faux et rigoureusement faux. Ça n'est pas le sujet, tout simplement. Et ce terme d'exclusion, il est très important parce que bien sûr, tout de suite, il véhicule un sentiment d'injustice. Il écrit, il s'agit d'une discrimination. Là encore, c'est faux. Et d'ailleurs, un couple homme-femme qui veut une PMA sans diagnostic médical n'y a pas droit. Ça n'est pas du tout ouvert à tous les couples hommes-femmes, loin s'en faut. Il y a des conditions très strictes. J'ajoute que... qu'est-ce que je voulais vous dire? Que tout à coup ça m'échappe. Ça va me revenir, c'est pas grave. Donc, une discrimination... donc, dans l'accès à une pratique médicale, donc le médical est bien là, il est bien là, il l'évacue, et pourtant, il reprend de lui-même le terme, qui se fonde sur l'orientation sexuelle et la situation matrimoniale, et encore une fois, c'est faux, c'est inexact. Il fait comme si, c'était ça que je voulais souligner, il fait comme si le couple homme-femme, les deux femmes ou une femme seule étaient dans la même situation au regard de la procréation. Évidemment, ils ne le sont pas. Quand il n'y a pas de situation équivalente, il n'y a pas lieu de comparer. Donc il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas inégalité, il n'y a pas exclusion. Le Conseil d'État lui-même, enfin le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel, dans beaucoup d'arrêts, rappellent, et dans plein de domaines, mais y compris dans le domaine de la procréation, rappellent, et le Conseil d'État l'a redit récemment, que à situation différente, traitement différent. Donc, ce deuxième paragraphe, dont j'ai souligné et mis en valeur certains mots, est faux. Et c'est toute cette logorée
toute cette novlangue, tout ce raisonnement qui est faussé. Alors, en ce sens, nous sommes profondément attachés à l'extension de la PMA à toutes les femmes célibataires, en couple hétérosexuel ou en couple homosexuel. Alors, vous noterez. Alors, bien sûr, il met tout sur le même plan, comme si, encore une fois, les situations étaient équivalentes pour ce qui est de fonder une famille. Et puis, vous noterez que l'extension de la PMA à toutes les femmes célibataires en couple hétérosexuel ou en couple homosexuel. Donc, vous voyez, il y a à toutes les femmes, y compris hétérosexuelles. Et encore une fois, aujourd'hui, il y a quelque chose qui est implicite dans cette phrase. Encore une fois, aujourd'hui, ça n'est pas une question de sexualité. Et par ailleurs, pourquoi toutes les femmes hétérosexuelles? Puisqu'en principe, c'est tous les couples hommes-femmes sur la base d'un diagnostic médical. Donc, vous voyez qu'il y a une idée sous-jacente et qui rejoint ce que vous disait Alexandra il y a quelques instants. C'est pernicieux et subversif, ce texte est stupéfiant. Alors, argument suivant de ce monsieur Guillaume Chiche, près de 6 Français sur 10 se déclarent favorables à l'extension de la PMA. Alors vous noterez déjà ce terme de extension. Extension, c'est bien. Il y a quelque chose qui s'ouvre au monde. C'est comme quand on dit qu'on va élargir, on va autoriser, on va libéraliser. C'est que des termes positifs. Du coup, nous, on essaye de parler de l'évolution de la PMA quand on évoque ce sujet, pour ne pas être dans un terme qui apporte une connotation positive. Bref, il prétend que près de 6 Français sur 10 sont favorables. Alors, avec vous, je voudrais quand même reprendre quelques éléments. Il y a eu, effectivement, des sondages qui ont montré, et ça c'est incontestable, une évolution dans la manière dont la PMA sans père est perçue dans la société. Ce n'est pas la peine de se le cacher, c'est la réalité. Mais ces sondages, alors je ne les ai pas repris là, mais quand on les regarde de près, quand on regarde avec finesse, c'est pas du tout, ça ne correspond pas du tout aux titres qui sont indiqués dans les médias. Donc je vous invite à chaque fois à lire et à regarder. Et puis bien sûr, au-delà même de la formulation de la question, il y a ce qui entoure les questions, puisque toutes les questions successives posées par les instituts de sondage créent un contexte qui induisent évidemment les réponses. Par ailleurs, je ne suis pas sûre, pour être très honnête, que PMA et même procréation médicalement assistée et même fécondation in vitro, je ne suis pas sûre que le grand public sondé sache bien à quoi ça correspond. Et si on lui pose des questions sans, de manière froide, sortie de contexte, sans lui faire réaliser, sans lui suggérer, sans rien dire de l'absence d'un père, les gens ne voient pas, ils ne réfléchissent pas, ils répondent à toute vitesse. Les sondages, c'est sur Internet en 10 secondes. Et donc ces sondages n'ont pas de valeur en réalité. Alors, le sondage est quand même une arme et un outil politique, en particulier dans le contexte que je décrivais tout à l'heure d'un Emmanuel Macron qui a dit « j'irai s'il y a consensus ». Donc il y a une guerre des sondages, plus que jamais autour de cette question. Alors évidemment, nous avons fait faire des sondages, on en fait faire assez souvent, mais la différence, c'est que nos sondages, l'AFP ne fait pas de dépêche, ça n'est pas repris dans tous les médias, au prétexte que nous sommes une association militante. Et les associations LGBT, elles passent par des laboratoires pharmaceutiques, elles trouvent des biais, elles ont des alliés, elles trouvent des biais. Mais bref, nous avons fait faire ce sondage, la garantie, non pardon, selon vous, l'État doit-il garantir aux enfants conçus grâce à une AMP le droit d'avoir un père et une mère? C'est simple. Et 72% des Français répondent oui. 72%. Alors là, l'AFP me dit, oui, mais en fait, votre réponse, votre question, elle induit la réponse. C'est extraordinaire. Est-ce que l'État doit garantir à l'enfant le droit d'avoir un père et une mère? C'est factuel, c'est simple, et c'est bien la question posée par cette éventuelle évolution de la PMA. Et d'autre part, très très rapidement, les états généraux de la bioéthique, quand même, je ne sais pas si vous avez eu le temps, la possibilité de lire un peu de regarder un peu les résultats. Ils sont disponibles sur le site internet de la Manif pour tous, puisque nous avons donné les résultats chiffrés des prises de position et des votes, puisque le CCNE ne l'a pas fait. On a tout analysé, les dizaines et les centaines de milliers de réponses, de votes, etc. Donc à la question PMA pour toutes, 82% des gens ont répondu
non dans le cadre des états généraux de la bioéthique sur le site de consultation Internet. 82%. Je file à la question suivante. Le rôle déterminant du père. Est-ce que le père a un rôle déterminant? Plus de 90% répondent oui. Et là, ce n'est pas du sondage, c'est du réel. Ce sont des milliers de personnes, des dizaines de milliers de personnes qui ont participé. Là, on est, si je puis dire, dans la vraie vie. Et encore, les questions posées par le CCNE étaient faussées. Ici, donc l'affirmation disait « L'enfant n'est pas un droit, comme tout être humain, il est sujet de droit, mais ne peut en aucun cas être objet de droit. » Donc ça, ce sont des propositions que des internautes, des participants pouvaient créer et mettre en ligne sur le site et les gens pouvaient répondre. Là, c'est 84% des participants qui répondent que l'enfant n'est pas un droit. Je vous en donne une autre. Faut-il avoir un papa et une maman pour se construire? 87% de oui. Le droit à connaître ses origines, son ascendance, 85% de oui. Et je poursuis. Êtes-vous pour ou contre la gestation pour autrui? Parce que je l'évoquerai rapidement tout à l'heure, 94% sont opposés. Et j'ajoute, ce que je vous disais tout à l'heure, que les médias eux-mêmes ont bien noté l'impossible consensus sur la PMA au cœur des divergences, le monde, c'est pas nos meilleurs alliés, hein, le monde en général, la bioéthique fait toujours débat, c'est toujours le monde, un impossible consensus. Dans le contexte que je vous ai décrit, c'est très important. Quand Le Monde titre ça en une. Fin de vie, PMA, le comité d'éthique acte les divergences. Tout ça pour dire que quand ce monsieur, Guillaume Chiche, député, ose écrire dans l'exposé des motifs que 6 Français sur 10 sont d'accord, c'est inacceptable. J'ajoute que, bien sûr, on est accusé d'avoir noyauté les débats. Mais je regrette, les Français qui ont participé, le gouvernement n'est pas là pour les choisir, personne n'est là pour les choisir, participer qui veut, le professeur Delfrécy, il a fait des annonces dans beaucoup de médias, et notamment sur tout le service public, France Inter, France Info, etc. Voilà. Et le fait est qu'il n'y a pas de revendication large qui s'est exprimée. Donc je reviens à la proposition de loi de Guillaume Chiche. Il écrit, il dit que ce sont aujourd'hui 23 000 enfants en moyenne qui naissent à la suite d'une PMA chaque année. Donc effectivement, c'est un nombre relativement important. Là-dessus, il y a moins de 5% de PMA avec don de sperme. Pour l'essentiel, c'est vraiment le père et la mère charnels, les parents sont le père et la mère charnels de l'enfant sont le père et la mère. Mais il ose écrire, l'extension à toutes de la PMA n'enlèvera aucun droit à personne. Il ose cela. Et rappelez-vous, François Hollande a répété ce genre d'argument. Le mariage pour tous, ça n'enlève rien à personne. Et même Emmanuel Macron, dont il nous fait largement savoir qu'il est extraordinairement brillant, quand il a fait une conférence de presse au Vatican après sa visite au pape, il a évoqué la PMA avec ce type d'argument, avec un niveau de réflexion absolument ras des pâquerettes, à la moquette du niveau de François Hollande. Alors, ça n'enlève aucun droit à personne, évidemment, ça relève à un père aux enfants, évidemment. Mais vous savez, plus c'est grand, plus ça passe. Et donc, il ne faut pas laisser passer comme ça, et il faut qu'on intervienne. Nous, parlementaires, dès à présent, refusons que la PMA soit instrumentalisée comme l'a été la loi Taubira. Alors, le instrumentaliser, c'est vous, c'est nous tous ensemble. Nous avons, sachez-le, instrumentalisé le projet de loi Taubira, je ne sais pas à quelle fin, parce qu'en fait, ce qu'il ne veut pas, c'est une contestation immense, qui donne lieu à une expression, je ne veux même pas les redire, tous ces anathèmes que nous entendons sans cesse. Mais vous voyez, nous sommes au cœur de leur inquiétude. Au cœur de leur inquiétude. Vous leur faites peur, très peur. Donc il n'évoque pas une opposition, il évoque une instrumentalisation de votre part. Là, il en vient à d'autres arguments que nous entendons énormément, que vous connaissez. Il n'y a pas de modèle unique de la famille. Alors pardon, je vais lire, parce que sinon vous ne pourrez pas lire et suivre mon propos. Il n'y a pas de modèle unique qui représenterait la famille. La société évolue. Les familles sont de plus en plus diverses. Alors, il
il omet le fait que la société, dans ses modes de vie, évolue, incontestablement, bien poussée par un certain militantisme, de fait. Mais si la société évolue, fonder une famille, concevoir un enfant, dépend toujours, évidemment, de l'union de l'homme et de la femme. Ou éventuellement, ça peut se faire éventuellement de manière extracorporelle, mais la filiation qui, en l'occurrence, fonde la famille, est toujours la même. Il a juste oublié cette réalité, qu'il masque gentiment et il met sous le tapis. Et par ailleurs, il oublie aussi une autre chose, c'est que si la société évolue peut-être, ou sans doute, mais néanmoins les besoins de l'enfant, eux, ce sont toujours les mêmes, des besoins fondamentalement humains, psychiques, affectifs, sociaux, culturels, tout pour construire l'enfant. Et donc les besoins de l'enfant, vous aurez noté que l'enfant, il n'y a toujours pas eu un seul mot sur l'enfant. Pas un mot, d'ailleurs, il n'est même personne. Et puis il nous dit qu'il soit couple marié, pacsé, concubin, des parents unis ou séparés. C'est super de faire un enfant quand on est des parents séparés, enfin les parents, quand on n'est pas encore parents par conséquent, mais c'est un peu spécial quand même, c'est un peu particulier déjà d'imaginer qu'on va créer d'emblée, volontairement, dans un contexte de séparation particulier. Donc toutes ces familles, vous noterez qu'il n'y a pas la famille dite hétérosexuelle. Alors moi ça me fait bondir parce qu'une famille, elle ne se caractérise pas par la sexualité des parents. Ça c'est pas possible. Mettons, on va traiter ça comme ça. Vous avez vu, là, il ne parle même pas des familles que lui, dans son langage, dirait hétérosexuelles. Il les a complètement oubliées. C'est juste toute la population. 100% des enfants sont nés d'un homme et d'une femme. Certes, ils se réjouissent de ce qu'aujourd'hui, plus de la moitié des enfants naissent hors mariage, mais ce qu'il omet, c'est que dans la plupart des cas, les parents se marient après la naissance, et qu'aujourd'hui, 75% des enfants vivent avec leur père et mère. 75%. C'est pas une petite tribu d'Indiens d'Amazonie avec des plumes, c'est 75% des enfants, et heureusement d'ailleurs. Bref, mais ces familles-là, ça ne m'intéresse pas du tout. Et il les met toutes sur le même plan, alors qu'en réalité, donc, ces enfants ne vivent pas avec leur père et mère, ne vivent pas avec leurs ascendants, mais elles sont, en notant qu'elles sont dans des situations très différentes les unes des autres. Pardon, je ne veux pas cacher la chose. La famille monoparentale, par exemple, de fait, enfin, l'enfant vit simplement en général avec sa mère, dans 82% des cas, mais en général, il connaît son père. C'est pas du tout la situation de la PMA sans père qui serait légalisée. Les aléas de la vie fait qu'il ne vit pas avec son père, mais seulement avec sa mère. Mais ça n'a pas été volontairement mis en place. La famille recomposée, mais la famille pour l'enfant, elle n'est pas recomposée. La famille de l'enfant, son père et sa mère, eux, ne vivent plus ensemble. Sa famille à lui, elle est décomposée. Alors le terme est un peu dur, je joue sur recomposer, décomposer. Il ne s'agit pas de porter des jugements, il s'agit de dire que ces enfants ont bien un père et une mère qu'en général ils connaissent, et que ces situations n'ont rien à voir les unes avec les autres, et surtout elles sont liées aux difficultés de la vie, aux aléas de la vie. Et puis les familles homoparentales. Alors, des familles homoparentales, c'est vrai, il y en a. De fait, il y a des enfants qui sont élevés par 2 femmes ou 2 hommes. D'abord, je pense qu'il y en a beaucoup moins que ce qu'on prétend. D'une part, et d'autre part, ces enfants connaissent leur père et leur mère. Donc voilà, là aussi, il y a vraiment quelque chose qui est inexact. Et vous noterez, alors là c'est extraordinaire, ils ont tous des droits et des devoirs égaux envers leurs enfants. Vous noterez quand même qu'il ose parler de devoirs dans une proposition de loi qui promeut la PMA sans père, enfin un exposé. Et il parle de droits égaux envers leurs enfants. Bon, ça fait joli comme formule, mais en fait, concrètement, il parle des droits des adultes, il ne parle pas du tout des droits des enfants. Les droits envers les enfants, c'est le droit de m'attribuer un enfant, parce que j'en veux un qui coûte que coûter à tout prix. Bien sûr, il faut sortir de l'hypocrisie. Toujours ces termes inexacts et mensongers qui nous refusons. Donc il faut sortir de l'hypocrisie de celles et ceux, comme vous donc, qui refusent de voir que la famille a changé. Mais la filiation n'a pas changé, c'est juste le fondement de la famille. Et de l'égoïsme, vous êtes égoïstes, nous sommes égoïstes. Et de l'égoïsme de celles et ceux qui s'opposent à l'extension de la PMA pour toutes. Nous sommes égoïstes. Donc nous sommes engagés dans le combat, on donne beaucoup
beaucoup, on intervient beaucoup, on se réunit, on organise des événements, mais ce n'est pas dans notre intérêt personnel. C'est pas pour se faire plaisir. Il le présente comme si c'était, voilà, par pur égoïsme. Et vous comprenez, nous sommes opposés à l'extension. Au passage, l'expression PMA pour toutes, donc vous avez bien noté, enfin, la PMA, elle est déjà pour toutes. Elle est déjà pour toutes. Je m'explique. Toute femme qui, dans le cadre de son couple homme-femme, souffre d'un diagnostic médical, a accès à la PMA. Je ne connais pas de femme qui ne puisse pas avoir d'enfant parce qu'elle a une infertilité, une pathologie d'infertilité, qui n'ait pas droit de recourir à la PMA. Alors évidemment, après l'absence de père, l'absence de conjoint masculin, c'est une autre question. Et ce n'est pas une question, ce n'est pas un problème médical. Donc la PMA, d'une certaine manière, elle est déjà pour tous. Évidemment, pour toutes, c'est le mariage pour tous, c'est positif, c'est formidable, on fera tout le monde. Mais cette expression, nous ne pouvons pas utiliser cette expression qui est un slogan. En niant, alors il prétend que nous nions la frustration, la colère, l'injustice, la souffrance, et je pense que personne, et Alexandra l'a évoqué tout à l'heure, aucun d'entre nous ne nierait que le désir de paternité ou de maternité soit évidemment infiniment compréhensible. Donc on est dans la caricature complète, et il finit en disant qu'une femme peut ressentir lorsque son corps ne l'autorise pas à devenir mère. C'est extraordinaire. De fait, une femme toute seule ne peut pas concevoir d'enfant. Alors peut-être que la nature est égoïste, discriminante, tout ce que vous voulez, mais le fait est qu'une femme seule, son corps effectivement ne l'autorise pas à devenir mère. Ça c'est un fait. Mais vous voyez, comme il arrive à nous charger de cette impossibilité qu'a l'être humain et qu'a la condition humaine. Et de fait, il y a bien une logique transhumaniste, mais ça a été exposé. Donc nous, parlementaires, nous devons permettre à chacune et chacun de vivre sa vie de parent. Sauf que deux hommes ne peuvent pas être parents d'un enfant et deux femmes ne peuvent pas être, etc., comme il l'entend. Donc chacun comme il veut, chacun suivant son désir. Et peu importe ce qui se passe autour, les conséquences que nous avons évoquées, la marchandisation, le détournement de la médecine, la question de la filiation, peu importe, on balaye tout ça. Chacun fait comme il veut. C'est un modèle, ce texte, dans la pensée qui le sous-tend. Et donc, bien sûr, égalité de droits et de dignité entre les différentes parties que je lise correctement. Surtout, nous devons reconnaître à égalité de droits et de dignité les différentes façons de le devenir. Les différentes façons de le devenir. De fait, comme un couple de femmes ou une femme seule ne peuvent pas avoir d'enfants, 100% d'entre elles auraient recours à la PMA sans père. Et du coup, on en vient à créer une manière alternative de concevoir un enfant. Dans le couple homme-femme, la généralité, c'est que il peut avoir des enfants, sauf exception, sauf pathologie. Donc ça correspond à quelques pourcentages de personnes, de couples, malheureusement ayant une difficulté. Mais là, c'est 100% des couples qui auraient besoin de recourir à cette technique. Donc on crée en effet, et c'est exact en l'occurrence, une autre façon de devenir parent, en trichant bien sûr sur le fait, en omettant le fait qu'il y a apport de sperme, et que, encore une fois, ce ne sont pas les deux mères, par exemple, ou même la femme seule, qui donnent la vie à l'enfant. Alors, aujourd'hui, l'accès à la parentalité, il en fait insistant. L'accès à la parentalité n'est pas possible pour tous, elle est injuste. Et vous noterez ce terme de parentalité. Ce terme de parentalité, c'est une création de la sociologie. Et nous, en français, et j'allais dire de manière historique, on ne parle pas de parenté, puisque ça c'est beaucoup plus large. Le terme que nous employons, c'est le terme de filiation. Et ce terme de filiation, quelqu'un ce matin disait, c'est le fil conducteur, c'était Bénédicte, le fil conducteur. Et c'est vrai que cette filiation, elle vient du latin et elle signifie fils ou fille, mais elle est bien ce fil qui relie les générations entre elles. Et ce terme de filiation, vous noterez qu'il est équilibré entre les parents et les enfants. On ne met pas plus en valeur les parents que les enfants. Dans le terme de parentalité, c'est l'accent qui est mis sur les parents, sur les adultes, sur le désir, autrement dit, de l'adulte. L'enfant est absent.
Et ce terme de parentalité a permis de construire homoparentalité, monoparentalité, etc. etc. C'est aussi un terme très idéologique et qui n'a vraiment pas le même sens que celui de parenté, de filiation, etc. Donc la PMA fait ressortir des inégalités socio-économiques. Vous savez que ça, c'est un autre de leurs grands arguments. Effectivement, il y a des femmes qui ont les moyens d'aller en Espagne, en Belgique ou ailleurs. Donc on est en train de parler d'inégalité économique. Alors on va créer une inégalité immense entre les enfants, ceux qui seront sciemment privés de père, qui seraient sciemment privés de père, et les enfants, d'une manière générale, qui ont bien un père et une mère. Ce qui l'intéresse, c'est l'inégalité socio-économique. C'est affligeant et concernant, et de toute façon, évidemment, ça n'est pas un argument. En permettant à certaines femmes d'y avoir recours légalement à l'étranger pour 30 000 € environ, hors frais médicaux, etc. etc. Alors d'abord, effectivement, c'est très cher, parce que ce sont des cliniques qui sont là pour faire du fric. Il y a une dimension financière extrêmement importante dans ces questions. Ça fait partie des intérêts convergents en faveur d'une PMA sans père. En réalité, le coût réel, puisque ces femmes, elles ne sont pas infécondes, elles sont fécondes, ces femmes, sauf, bien sûr, parfois, il peut arriver qu'une femme ait un problème de fécondité, mais en général, ou si elles font cette PMA, c'est pas du tout parce qu'elles sont infécondes. Donc, en fait, l'insémination, elle va très bien marcher. Techniquement, elle est très facile. En fait, elle ne va pas coûter très cher. En France, si elle était faite par le service public, elle est très chère là, parce que c'est à l'étranger et dans des cliniques qui veulent faire du fric. Ce qu'il ne dit pas en plus, c'est que la sécurité sociale française rembourse ensuite un certain nombre de frais, et l'ensemble des frais liés à ces grossesses. Donc tout ça c'est bidon, tout ça c'est faux. Et ce qui est extraordinaire, mais alors là c'est extraordinaire, ces femmes prennent des risques pour leur santé en se rendant dans des cliniques à l'étranger. C'est vrai que la Belgique ou l'Espagne, c'est très dangereux, sachez-le, très dangereux. Et il revient sur les risques encourus. Et vous voyez ce terme de désir, on a vu ces mots-clés, égalité, discrimination, exclusion, liberté, choix, désir. Et ces mots-clés sont bien sûr leur mantra. Guillaume Chiche, il a tout concentré, on trouve tout, c'est pour ça que c'est intéressant. Donc il nous parle du désir et il le met en parallèle, donc le désir il est immense, donc il faut y répondre. Mais elles ne peuvent pas se mettre en risque. Franchement, la Belgique c'est terrifiant. Voilà le choix, voilà la liberté, je ne voudrais pas être longue, donc je cavale un petit peu, pardon. Ce choix, cette liberté assumée de décider de sa maternité. Alors c'est ce qui a été évoqué tout à l'heure, évidemment, là on n'est vraiment plus définitivement pas dans le don, mais bien dans le dû. L'enfant est un dû. Et d'ailleurs, ce qui est exprimé, c'est le terme de maternité, que bien sûr je trouve magnifique, mais on est bien encore et toujours que dans la vie, le choix et le désir de l'adulte. Nous devons faire évaluer les droits des célibataires, hétérosexuels ou homosexuels. Alors là, vous voyez, tout d'abord, on voit revenir les hétérosexuels cette fois-ci, alors qu'elles ont été parfois omises dans les pages qui précèdent. Donc, faire évoluer les droits des célibataires, ça on sait que c'est le sujet, des homosexuels, on sait que c'est le sujet, mais des hétérosexuels. Pourquoi est-ce qu'il parle des hétérosexuels? De fait, il a raison. Si la PMA n'est plus sur diagnostic médical, c'est-à-dire pour un couple qui en principe peut avoir des enfants sauf infertilité, et bien dans ce cas-là, pourquoi empêcherait-on des couples hommes-femmes d'avoir eux aussi une PMA parce qu'ils en ont envie? Par exemple, post-mortem, monsieur est mort, il avait eu une longue maladie, on avait conservé son sperme, madame veut un enfant. C'est sûr que si on ouvre la PMA sans père, on aura la GPA, mais on aura aussi tout de suite la PMA post-mortem. Et on aura aussi la PMA après l'âge de la ménopause, parce que moi je me suis mariée, j'en suis à mon 1e mariage, je voudrais avoir un enfant avec mon nouvel amoureux, mais j'ai 50 ans, donc je voudrais une PMA. Et pourquoi j'aurais pas de PMA? Pourquoi moi j'aurais pas accès à la PMA? Si on déconnecte les choses, eh bien on ouvre bien sûr beaucoup d'autres possibilités et on voit déjà qu'elles sont inscrites ici. Bon, bien sûr, autre mantra, le progrès social et l'égalité. J'ai déjà rappelé qu'on créerait une inégalité immense, évidemment, pour les enfants. Autre point très important, parce que bien sûr, comment on fait à l'état civil, quand on fait croire
On utilise la technique, on détourne la médecine et on fait croire qu'un enfant, enfin qu'un couple de femmes a un enfant, accueille cet enfant. Qu'est-ce qu'on fait à l'état civil? Et ça ne les gêne pas du tout. On inscrirait une double filiation maternelle. On mettra à l'état civil que l'enfant a deux mamans. Il y en a une qui a porté l'enfant qu'il a mis au monde, l'autre pas. Il y a juste une différence immense entre les deux femmes. Le pire est tout, qu'il y en a une qui profondément et intimement sait qu'elle est la mère. L'autre, elle est éventuellement la belle-mère, elle élève l'enfant. Éventuellement, d'une certaine manière, pourrait-on dire la belle-mère. Mais le fait est qu'elle sait aussi, si elle ne le dit pas, qu'elle est moins légitime comme mère. On crée aussi une source de souffrance et de difficultés de non-diversité immense au sein du couple. Et cette double filiation maternelle, et bien sûr on dit qu'un enfant peut avoir deux mères, si l'état civil admettait une fiction comme celle-ci, alors bien sûr on pourra dire demain avec la GPA qu'il a deux papas, et puis pourquoi pas dire aussi dans la foulée qu'il a deux papas et deux mamans. Vous savez, il y a des couples qui passent des contrats de coparentalité. Dès lors qu'on déconnecte la filiation et le droit de la réalité, eh bien en fait on a fait disparaître la filiation. On ne l'a pas redéfinie, on l'a fait disparaître. Et d'ailleurs l'inter-LGBT dans ses revendications officielles inscrit bien que la filiation doit être redéfinie pour qu'elle soit fondée sur la volonté des parents. Et je cite, quel que soit le mode de conception, donc PMA sans père ou GPA, quel que soit le genre des parents, alors en Grande-Bretagne il y a des universités où il y a 256 genres, par exemple, c'est les dérives de l'idéologie du genre, et quel que soit, écrivent-ils aussi, le nombre de parents, et ils mettent de petits points, multiparentalité. Et de fait, on ne redéfinirait pas la filiation, on la ferait tout bonnement disparaître. Et puis, autre sujet, donc tout ça potentiellement, il faut le connaître parce que ce sont leurs arguments, parce que c'est ce qu'ils répètent tout le temps et c'est ce qu'on pourrait voir arriver. Si vous n'étiez pas là, ce serait ce qui pourrait arriver. Et ils mettent l'inscription à l'état civil des enfants nés de GPA à l'étranger. Alors, il faut que je fasse attention au temps, je vais aller très vite. Les enfants nés de GPA à l'étranger ont un acte de naissance, mais établi à l'étranger. Et alors, il y a en France beaucoup de gens qui sont nés à l'étranger et qui vivent en France. Ils n'ont aucun besoin de faire retranscrire leur acte d'état civil de naissance en France. Et ces enfants, ils ont la nationalité de leur pays de naissance. Des gens sont venus l'arracher à son pays. Et de toute façon, ils acquièrent, par l'article 21 du Code civil, la nationalité française. Je vais rapidement, mais donc, c'est évidemment cette histoire d'enfants qui seraient apatrides de son nationalité, complètement faux, aberrant. L'objectif réel, c'est d'inscrire à l'état civil français, pour inscrire une filiation fictive. Au passage, on inscrit les parents comme entitaires. C'est ça l'objectif. Et par ailleurs, Valls se disait lui-même, automatiser la transcription à l'état civil français, pour ce qui concerne les enfants des GPA à l'étranger, reviendrait à normaliser et accepter la GPA. En fait, on la légalise sans le dire. Elle a tous les attributs de la légalité, mais officiellement, elle reste illégale. Et donc la GPA, c'est pas demain, elle l'est dans le texte. Et d'ailleurs, ça correspond à des propos d'Emmanuel Macron, même s'il se dit officiellement opposé à la GPA. Le projet parental, eh bien, l'enfant n'est pas un être humain dont la dignité vient de son humanité. Il est un projet parental, et vous le savez bien, s'il n'y a pas de projet, ben, il n'est pas un humain, on en fait ce qu'on veut, et réciproquement. Je ne veux pas être trop longue, on supprime la dimension pathologique, on sort de la médecine. Et effectivement, Michel l'a évoqué tout à l'heure, je ne vais pas le refaire. Il explique qu'on ne peut pas, il ne peut pas légalement, dans la loi, inscrire le remboursement par la sécurité sociale parce que les parlementaires n'ont pas le droit de créer une nouvelle charge financière. Mais il dit bien qu'il faudra que le gouvernement s'occupe du remboursement par l'assurance maladie, qui, comme son nom l'indique, est en principe pour les maladies. Je file un peu plus vite. Pardon. Je file un petit peu plus vite. Donc, ce que je voulais vous dire, en synthèse, cet exposé des motifs, qui correspond aux arguments que nous entendons tous les jours, cet exposé des motifs,
est une escroquerie humaine, une escroquerie éthique, évidemment, scientifique, intellectuelle et juridique. Et nous ne devons pas hésiter à le dire, ce décryptage, pas sous cette forme-là, mais ce décryptage de la proposition de loi de Chiche, nous allons le faire connaître, parce que une escroquerie qui est aussi énorme ne peut pas ne pas être dénoncée avant qu'elle ne risque d'être prise dans ses arguments d'un éventuel projet en ce sens, projet de loi. Parce qu'effectivement, quand Guillaume Chiche il a été exigé qu'il renonce à son projet de proposition de loi, le porte-parole du gouvernement, Benjamin Griveaux, a dit « Mais vous inquiétez pas, il y aura la PMA sans perte dans le projet de loi de bioéthique ». Donc le risque est bien réel, il est très grand, et le combat va être très difficile. Néanmoins, je pense que la PMA sans perte n'est pas inéluctable, parce qu'elle pose d'immenses problèmes qui sont connus, qui sont reconnus, et encore une fois, il n'y a pas consensus. Je repris cette phrase de Bermanos, l'avenir, on ne le subit pas, on le fait. Et je le pense infiniment. Encore une fois, nous avons remporté tous ensemble et collectivement de belles batailles, même si malheureusement la loi Taubira a été votée. Il y avait beaucoup de projets qui étaient prévus derrière pour poursuivre dans la déconstruction anthropologique, dans les transgressions. Et Juan Binet, qui était le rapporteur de la loi Taubira à l'Assemblée, à la fin du quinquennat de Macron, disait « La victoire de la manif pour tous, c'est-à-dire de nous tous, c'est d'avoir congelé les ambitions sociétales de la gauche. » Donc nous pouvons, nous ne leur faisons pas peur, nous avons un capital derrière nous, et donc nous pouvons. Et alors, effectivement, comme le CCNE, et on a vu tout à l'heure à quel point le CCNE est illégitime aujourd'hui et disqualifié, et nous avons tout à craindre du CCNE, le CCNE va rendre un nouvel avis le 25 septembre. Donc cette fois-ci, ce ne sera pas un rapport nouveau sur les états généraux de la bioéthique, il va rendre un nouvel avis sur les sujets qui ont été débattus dans le cadre des états généraux de la bioéthique, donc notamment sur la PMA sans perte. Et donc pour cette raison-là, mardi 25 septembre, nous allons donner rendez-vous, alors ce sera évidemment plutôt des habitants de la région parisienne, mais nous allons donner rendez-vous le 25 septembre à 19 h devant le CCNE pour marquer le coup sur cette étape nouvelle d'une nouvelle prise de parole du CCNE. Alors on verra ce que donne le texte. On le saura mardi dans la journée du 25. Donc je ne crie pas tout de suite en condamnant tout de suite le CCNE sur cet avis à venir, mais nous serons là le 25 pour réagir, donc le 25 septembre, dans la rue devant le CCNE, pour réagir à l'avis qui sera publié. Et bien sûr, il y a beaucoup d'autres événements, actions, qui vont certainement suivre dans l'année. Voilà. Je vous remercie beaucoup de votre écoute. Pardon si j'ai été un petit peu long.